bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une voix essentielle de la littérature autochtone brésilienne, Trudurua Dorico Makushi. Elle est autrice, poétesse et chercheuse et appartient au peuple Makushi qui est présent à la frontière entre le Brésil, le Venezuela et le Guyana. Elle est titulaire d'un doctorat en littérature, elle écrit de la poésie, des nouvelles, des essais et aussi des livres pour la jeunesse. Elle a publié 4 ouvrages au Brésil et participé à de nombreuses anthologies. Et elle est post-docteur par l'Université fédérale de Roraima et très engagée dans la promotion de la littérature écrite par les femmes autochtones brésiliennes et plus globalement d'Abya-Yala, comme les militantes autochtones aiment appeler le continent américain. Trudurua a également été artiste résidente à la Cité internationale des arts de Paris en 2023 et elle a organisé la curation de divers festivals littéraires au Brésil. Alors au Brésil, lorsque des personnes d'origine autochtone se reconnectent à leur ancestralité, un geste revient souvent, reprendre le nom de leur peuple. C'est pour cela que Trudurua signe sous le nom de Trudurua Makushi. Et ce n'est pas un simple détail ou un symbole vide. C'est un acte de résistance, un geste politique et historique, choisir le nom de son peuple plutôt que celui imposé par le colonisateur. Et justement, la poésie de Trudurua nous guide dans les replis de cette quête, indissociable de celle de l'histoire effacée du Brésil et des peuples autochtones, qui sont plus de 400, je crois, et aujourd'hui qui sont pleinement engagés dans la reconquête de leurs paroles, de leur mémoire et de leur futur. Trudurua vient nous parler aujourd'hui d'elle, quelques mois avant l'apparition en français de son livre « Le temps de la reconquête », que nous publierons au printemps 2026 aux éditions Anacaona. Et ici, nous parlons de la reconquête de ce qui a été exproprié, volé, caché, subjugué, asservi, aliéné. C'est la reconquête du territoire, du corps, de l'esprit, des espaces physiques et symboliques des identités autochtones. La reconquête, loin du vocabulaire conquérant de l'histoire coloniale, est précisément le mot-clé pour comprendre ce que signifie, pour les peuples autochtones, la reconnexion à leur ancestralité. Alors bienvenue, Trudurua, et merci de t'exprimer en français. Merci Paula. Bonjour à tous. Depuis une année ou 2 ans, je parle français, mais excusez-moi si je ne parle pas très bien, donc je vais essayer de me débrouiller. Alors, les autochtones ont été décimés par le processus de colonisation. 1 siècle après le début de la colonisation, on estime que 90% de la population originelle des Amériques avait disparu, ce qui fait à peu près 70 millions de personnes. Malgré tout, ils et elles n'ont pas disparu, physiquement et culturellement. C'est un magnifique exemple de résistance. Alors, Trudurua, j'aimerais que tu nous expliques d'abord qui sont les Makushi, où ils sont. Je trouve que leur localisation à cheval sur 3 pays est intéressante parce que cela remet en question les frontières des États modernes. Quelles sont leurs particularités? Et puis, comment se passe la reconquête du processus d'identification? Notamment, depuis une 40aine d'années, on voit ça au Brésil. Comment s'est passé ton processus d'identification? Comment as-tu reconquis tes origines en tant qu'autochtone? Est-ce que c'était un processus plaisant? Est-ce que c'était douloureux? Ou c'est vrai que je parle de reconquête, mais peut-être que tes origines n'étaient jamais vraiment loin ou jamais perdues. D'accord. Le peuple Makushi et mon peuple habitent au Brésil, à Guyana et à Venezuela. Donc là, on travaille avec le concept de territoire ancestral. Ça veut dire que dans les mouvements autochtones d'Abya-Yala, mais aussi je peux dire continental de tout le monde, on travaille avec le concept de Abya-Yala. Ça veut dire que Abya-Yala reconnaît
que chaque peuple, il y a son propre territoire avant l'État moderne, avant la création de tous les pays qu'on connaît aujourd'hui. Donc, quand on dit qu'on veut renommer les continents Amérique, du nord, du sud, central, à Biayala, ça veut dire qu'on ne va pas juste remplacer les noms, mais reconnaître une nouvelle configuration géopolitique du monde aussi. Donc, ça veut dire que le peuple Macuxi, il a le droit au territoire qui est au Brésil, Roraima, mais aussi à Guyane et aussi à Venezuela. Ça veut dire que le Monte Roraima, que c'est un monte ancestral qui raconte notre origine, il fait part de notre peuple, pas de tous les 3 pays. Et donc, là, mon peuple habite dans cette région. Nous sommes aujourd'hui 57, 59 000 et on parle notre propre langue qui s'appelle Macuxi même. C'est le même nom du peuple. Mais notre racine, c'est Caribe. Et bon, c'est là, nous sommes là, dans les communautés, mais aussi dans la ville. Et notre expression, c'est grand à la ville de Roraima, de Boa Vista. En tant que même les personnes qui ne sont pas d'origine Macuxi, c'est du Macuxi. Parce que comme nous sommes grands et nous participons beaucoup de la culture, et tout le monde. Il y a aussi l'identification, donc même tu vas dire, je suis née à Roraima. Tu es Macuxi? Oui, je suis Macuxi. Et on va dire, mais tu es Macuxi autochtone? Non, je suis Macuxi parce que je suis née à Roraima. Je dis, mais non! Et on reparle sur ça. Et bon, les peuples Macuxi, ils sont plus forts maintenant. Après, à peu près les années 70, l'Église a été interdite et la langue Macuxi pour dire que c'était un gíria. Un gíria, ça veut dire une langue qui ne sait pas bien parler. Un argot. Un argot, on peut dire comme ça. De là-bas, quand aussi les écoles de l'État entraient dans notre territoire, on a commencé à perdre. Donc, il y avait 2 mouvements, de l'État et de l'Église, en train de poursuivre notre langue. Et c'est pour ça que ma génération ne parlait pas très bien ou quand même ne parlait pas la langue Macuxi. Par exemple, mon grand-père parlait très bien, ma mère parlait très bien, mes tantes et mes oncles parlaient très bien, mais les fils, non. Et ça, c'est mon cas aussi. Je suis grandie comme brésilienne et je suis grandie au nord du Brésil. Au nord du Brésil, tout le monde il y a un peu l'apparence de visage, comme moi. Et donc, ce n'était pas une question de vous êtes autochtone, vous n'êtes pas autochtone, parce qu'en général, c'est une question qui c'était un peu cachée dans notre histoire du nord du Brésil. Et je suis grandie comme brésilienne. J'habitais à côté du fleuve, je suis grandie dans la forêt, j'ai toujours mangé des fruits des arbres. Je suis très contente et très fière de cette première enfance. Mais quand même, c'était pas une chose que ma mère m'a dit, nous sommes Macuxi, nous vivons comme ça, on doit parler la langue. Non, parce que ma mère, elle était venue d'une région qui parlait d'abord Macuxi et anglais. Et anglais, ça sert rien là-bas où elle habitait, que c'est une région qui parlait que portugais. Elle avait besoin de survivre, donc elle n'a pas nous repassé la langue Macuxi. Et donc, je suis grandie comme brésilienne, tout ça, et toujours me manquait quelque chose. Toujours, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je faisais une comparaison une fois comme un état de fantôme. Je me sentais que je suis grandie toujours comme fantôme. Et là, la littérature était importante dans ma vie pour me faire comprendre l'importance d'être autochtone ou d'autochtonie. Parce que je lis tous les jours, toute ma vie, les livres du brésilien. Je vais donner un exemple. Je lis au Guarani. Le Guarani est d'un auteur du romantisme du Brésil et d'un mouvement qui s'appelle indianisme. Et là, je m'identifiais avec le personnage principal, que c'était Ceci. Ceci est une femme blanche, une femme hyper religieuse, hyper chrétienne. Quand tu lis un livre, normalement, tu vas t'identifier avec les héros, pas avec les méchants. Ça, c'est normal, c'est un pouvoir de la littérature. Je m'identifiais comme ceci,
Mais quand je me regarde dans le miroir, je vois pas ceci. Les cheveux, c'est différent, la taille, c'est différent, les phénotypes, c'est absolument différent. Donc, je suis grandie comme ça, donc je n'ai jamais m'identifié avec quelqu'un que je pouvais voir moi-même comme une autre image d'identification. J'avais 27 ans, je suis grandie avec cette faute, pas faute, comme si tu me manquais dans la vie. Donc ce manque. Ce manque, merci. Et quand j'avais 27 ans, j'ai trouvé 3 écrivains qui sont autochtones. J'étais au doctorat en notre ville, à Porto Alegre. Le premier, c'était Daniel Munduruku, qui faisait une conférence merveilleuse. Et je dis, waouh, ça fait partie de mon monde. Waouh, qu'est-ce que c'est? J'achetais tous les livres. Je ne pouvais pas acheter tous les livres. J'achetais tous les livres que je pouvais. J'ai commencé à dévorer. J'ai commencé à lire. Je dis, ça fait partie de mon monde. Le deuxième écrivain, c'était Eliane Potiguara. Et j'étais étonnante avec la situation des autochtones qui écrivaient et qui parlaient de notre monde d'une manière fière. Il était très content. Il était content. Donc, je dis, waouh. Et Eliane m'a dit, si tu souffres maintenant, il faut que tu écris. Je n'ai jamais pensé à ça. J'écris toute ma vie, mais pas comme un processus de traduction de ma vie. Et le troisième, c'était Kakawera. Il faisait une conférence incroyable aussi. Et lui a un visage qui est un peu plus différent des les autres. Mais son esprit était là. Et je le senti ça. Et c'est ça que j'ai senti à tous les 3 écrivains, qu'il y avait un esprit qui était différent et que c'est un esprit qui m'attirait, qui faisait partie de ma vie. Et donc, j'ai commencé à écrire pour parler de ce processus. Et bon, pour finir cette longue réponse, j'ai juste écrit à ma mère parce que j'ai commencé à remplir tous les trous que j'avais dans ma vie et que je pensais que je pouvais vivre comme ça, comme va me manquer ça dans la vie, mais ça va, je continue. Mais j'ai commencé, toute ma vie commençait à faire du sens. Donc, je me rappelais que quand j'étais enfant, ma mère parlait dans une autre langue avec mes tantes. Et ça m'a dit quelque chose. Et j'ai récupéré cette mémoire. Après, je me rappelais un jour que ma mère, elle était en train de déjeuner. Il y avait de la viande, haricots rouges, du riz et du piment. J'ai dit, maman, tu vas faire quoi avec cette piment? Non, et il faut manger avec du piment. Elle a mis les piments et elle a mangé toujours. Donc, il y avait piment dans notre backyard, quintal. Dans notre jardin. Dans notre jardin, mais aussi dans notre plat tous les jours. Et ça me disait quelque chose dans ma vie. J'ai commencé à remplir ma mémoire de cette expérience. Pour finir, je l'ai écrit en texto. C'était fin d'année, comme aujourd'hui. Et je dis, maman, nous sommes autochtones. Et ma mère juste m'écrit direct, comme ça. Oui, nous sommes Makushi. Et c'est bon, comme si je savais toute ma vie. Et j'arrête ici pour dire que ça a changé toute ma vie. À 27 ans. 27 ans. De manhã cedo eu pego a minha tarrubana, vou com minha zarabatana, vou pro riacho pescar. Pegando peixe, faço a boa da morida, com a pimenta malagueta, vem aqui saborear. Na panela de barra da morida, no bode o caxiri, peixe assado na brasa, com um gostoso açaí. E é assim que vive minha gente, parente de norte a sul. Cabe Buriti, e que delícia de beijar. Tá aqui pra ti, peixe assado na brasa com a pimenta morupi. Tá aqui pra ti, tirar gosto, você sabe, é o gostoso caxiri. Tá aqui pra ti, peixe assado na brasa com a pimenta morupi. Tá aqui pra ti, tirar gosto, você sabe, é o gostoso caxiri. Tu disais que tu as appris la langue makushi tard, mais aujourd'hui tu la parles et tu écris même certains poèmes en makushi. Mais tu en écris aussi en portugais. Donc justement, j'aimerais savoir comment c'est d'écrire dans la langue du colon. Est-ce que tu te poses ces questions
ou tu te les poses pas? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu penses en makushi? Est-ce que tu penses en portugais? Tu écris en portugais, tu écris en makushi? Enfin, quel est ton processus créatif avec ces deux langues? Et surtout, est-ce que tu vois l'écriture en makushi comme un enjeu politique? Et je te demande cela parce que c'est une problématique que de nombreux auteurs et autrices de pays colonisés ont eue. Par exemple, en Afrique, avec l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o, qui a écrit un livre assez connu qui s'appelle Décoloniser l'esprit, où en fait il dit dès l'introduction « Ceci est mon dernier livre en anglais. À partir d'aujourd'hui, je n'écrirai plus qu'en kikuyu et j'abandonnerai l'anglais. » Donc voilà, je voulais savoir si pour toi aussi ça avait un enjeu politique. Oui, bien sûr, c'est un enjeu politique et j'explique un peu ma situation linguistique. Je ne suis pas fluente en makushi. Je parle quelques phrases, je comprends, mais je parle pas du tout. Donc, les poèmes que j'écris, ils sont traduits pour ma mère. Je travaille beaucoup avec ma mère. Ça, c'est une chose importante dans ma littérature. Deuxième chose que je veux mettre en évidence, c'est que le sujet le temps de la reconquête, c'était ça. C'était la langue, c'était la pensée et aussi le portugais. Parce que je pensais tellement à ça quand je lis, c'est une intellectuelle de Bolívie, Silvia Rivera Cusicanque, et elle dit dans son livre que la langue du colonisateur, il ne disait pas, il cache un peu, utilise beaucoup d'euphémismes pour le dire adoucissez plus l'essence du mot. On peut dire comme ça, par exemple, que la colonisation, quand on dit ça, n'exprimait pas du tout la violence que les peuples autochtones ont souffert dans notre territoire. Ou quand même, on a dit l'intégration, que c'est un concept de la politique indigéniste au Brésil, ne traduit pas la violence d'enlever notre peuple du territoire, interdire la langue, ou de tuer les caciques ou les personnes, et même quand le pays ne fait pas de justice sur les violences qu'on souffre dans 500 ans ou depuis la colonisation. Donc, la langue portugaise, pour moi, c'est toujours comme en portugais, on dit arapuca. C'est comme un moment qu'il va m'attraper là-bas et il va me faire me perdre de l'essence que je pense vraiment de dénoncer. Donc, je joue toujours avec l'essence de la langue parce que j'ai toujours, peut-être, il ne peut pas dire exactement qu'est-ce que j'ai besoin de le dire et pour faire personne comprendre, pour faire quelqu'un comprendre qu'est-ce que naturellement je dois dire. Et c'est là que vient la pensée autochtone, que c'est important. Parce que la pensée autochtone utilise la langue portugaise ou des langues qui sont du colonisateur pour le dire. Vous essayez de ne pas dire, mais on doit dire comme ça. Donc, on fait toujours ça, toujours dans la langue et c'est ça sert. Dans ce point-là, la littérature vient comme une force, un instrument qui peut nous aider à expliquer cette situation. Donc, en portugais, on a beaucoup de mots qui ont dit. On peut utiliser un autre mot en portugais pour peut-être essayer de donner la vérité de l'essence de ce mot. Par exemple, colonisation n'exprime pas génocide, mais génocide dit plus que colonisation. Ne dit pas du tout que ce qu'on a souffert, peut-être pour pas même traduire la violence de ces 5 siècles, mais pour dire un peu plus. Donc, on utilise les mots pour les dire meilleurs que les premiers. Et nous sommes toujours en train de faire une dispute, une guerre linguistique et de sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Brésil, on ne dit pas índio, on dit indígena, que c'est équivalent autochtone. On ne dit pas au français indigène, on dit autochtone pour respect à la construction de l'essence historique des peuples. Et on ne dit pas tribu, on dit peuple, pour reconnaître la nationalité, le statut de nation qu'on a, mais que ce n'est pas du tout reconnu pour les États modernes. Et nous avons toujours cette dispute de pensée, mais aussi de la langue.
Mais j'étais en train d'étudier des matériaux, des livres qui parlaient sur mon peuple en 2023, les contextes que j'écris les livres. Et j'ai trouvé un matériau didactique qui s'est écrit pour les professeurs autochtones Makushi. Et l'introduction de ce matériau, c'était tellement important à moi parce que là-bas, les professeurs expliquaient l'importance qu'on parle Makushi aujourd'hui. Ils disaient comme ça. Le portugais, c'est pas notre langue. Le portugais, c'est une langue qui s'est prêtée à nous aujourd'hui et qu'on utilise pour guérir notre problème, pour accéder à la santé, pour travailler, pour vivre dans ce monde. Mais c'est pas du tout notre langue. Si un Makushi, si quelqu'un qui ne sait pas Makushi, on dit Kraioa, si um Kraioa arrive ici e dit « il y a la pluie » ou « está chovendo » en português, personne ne va comprendre. Tout le monde, tous les Makushi vont comprendre. Mais si c'est un Makushi qui parle à outro Makushi, il ne peut pas du tout dire juste « il y a la pluie » ou « está chovendo » parce qu'il faut qu'il donne le nom de toute la pluie qu'il y a. Donc, il y a la pluie de Maridã, Missussu, Churari et des autres pluies qui sont en fait connectées à des histoires qui s'arrivaient dans le passé, des personnes, parce que dans le passé, ce sont toutes les personnes, qui sont montées sur le ciel et se transformaient dans une constellation. Et cette constellation tourne sur la terre pour faire la pluie. Et c'est comme ça que les Makushi connaissent toutes les périodes de plantation, parce qu'ils connaissent la pluie qui va venir. Et aussi pour les animaux qui apparaissent. Donc, Maridã, c'est comme un petit scorpion qui a quand commence la première pluie de la Makushi. Donc, le Makushi ou autre Makushi va dire le nom de la pluie. Quand j'ai lu cette histoire, je me sentis un peu volée. Parce que dans les Makushi, l'expression du monde, c'est plus complète que l'expression du portugais. Le portugais, c'est un peu plus général et le Makushi, c'est spécifique. Et là, j'ai vu que la langue autochtone, la langue Makushi, et comme des autres langues autochtones dans le Brésil, elles sont plus scientifiques parce qu'il dit tous les animaux. Il y a, par exemple, un type de fourmi. Mais Trudroa, qui c'est mon prénom, est un type de fourmi qui habite dans le Lavrado, que c'est notre territoire, et qui toujours va habiter dans notre arbre, l'arbre qui s'appelle Caimbé. Mais c'est pas du tout que Trudroa sont tous les fourmis du monde. Il y a les fourmis, il y a un mot Makushi pour fourmis, mais quand même les Makushi, ils sont habitués à nommer tous les types de fourmis. Tous les types d'oiseaux, tous les types de plantes, tous les types de stations. Donc, on dit que la langue Makushi est plus complète que les langues du colonisateur, surtout parce que cette langue sera prêtée d'autres continents. Donc, on peut dire que le portugais peut-être peut désigner meilleur ce territoire que là, qui ne s'était pas créé là-bas. Et la deuxième chose, c'est qu'on a entendu aussi que depuis longtemps, les Portugais, c'est pas du tout que les Portugais du Portugal. Notre accent est différent, notre racines sont différentes, donc il y a des écritures des Makushi et des autres langues autochtones, surtout Tupi, dans le portugais. Il y a des intellectuels noirs du Brésil qui disent, parlent même pas portugais, disent português, que c'est l'insertion de l'écriture de la langue, des langues africaines au portugais. Donc, comme la France, aujourd'hui, que les écrivains disent, le français, c'est pas du tout au français. Le français, c'est martiniquais, c'est du Sénégal, c'est des autres villes qui ont des intellectuels qui sont en train de penser sur ces situations à partir de le français. Nous, on peut dire aussi que le portugais, c'est pas du tout que du Brésil ou du Portugal, ou de cette origine, parce qu'il appartient à nous aussi. Mais il faut qu'on se batte toujours avec cette disposition de langue de cacher la vérité, cacher l'histoire, ou d'essayer d'effacer notre histoire dans cette langue. Donc, cette disposition-là, on dispute beaucoup quand même. On dit non, on pas dit comme ça, tu veux le dire découverte. On dit
encore, mais nous avons encore, ma génération à la disposition toujours de quelqu'un qui a dit, ah non, le Brésil était découvert. Non, pas du tout. Absolument non, il n'était pas... Cette marque temporale ne nous appartient pas. Cette marque temporale, ça veut dire cette période d'histoire, appartient aux colonisateurs. C'est pas nous, on utilise le portugais pour le dire. Non, on était là. Depuis l'Antiquité, nous sommes vieux dans ce monde. Il faut qu'on respecte, il faut que vous respectez nous dans cette histoire avec cette langue aussi. Et bon, le projet, il est né comme ça. Et je suis en train de travailler avec le portugais de base avec une orientation du makushi. Qu'est-ce que le makushi sent, qu'est-ce que le makushi pense. Et c'est pour ça que toujours j'appelle ma mère et on raconte des histoires, on parle comment s'appelle cet fruit, comment s'appelle tata. Tous les jours en train de dire comment elle voit le monde et la manière que je peux voir le monde aussi. Donc, ma mère, elle a une lecture de la terre que je n'ai pas. Autre jour, on a passé en train d'aller à la maison et ma mère, le territoire makushi, il y a beaucoup de sable, comme la plage. Parce que dans notre première histoire, tout le monde, notre territoire était couvert pour l'eau. Donc, on n'avait que l'eau. Et quand il est baissé, il faisait cette savane, cette lavrado. Et c'est pour ça que quand il y a la pluie, la terre se rappelle qu'elle était de l'eau. De l'eau. Elle était la mer, elle était une autre situation, elle était une autre personne déjà. Et ma mère, avec le vélo, moi aussi, on est en train de parler, tout ça. Et moi, absolument étonnant avec les histoires que ma mère me racontait dans cette chemin, et tata. Elle arrêtait tout de suite. Et je dis, c'est quoi ça? Elle, t'as pas vu? Il y a le serpent qui est passé ici. Même pas le serpent, il y a cascavel. Cascavel s'appelle. Je dis, mais non. Regarde les rastros. La trace. Et j'ai regardé. Une fois, deux fois, la troisième fois, j'ai dit, maman, je ne peux pas lever. J'ai les yeux colonisés. Ils sont tous colonisés dans mon corps. Il faut que je travaille sur ça et recommence à lire la terre, les arbres, les chants des oiseaux, tout ça, que la langue me permet de faire ça. Donc, chaque jour que j'apprends un mot, j'apprends une manière de lire la forêt aussi. Et bon, c'est ça que je suis en train de le faire dans mon projet. J'ai fait un poème, j'ai fait la traduction en makushi parce que c'est important aussi. Et sentir comme ma mère va sentir la langue en makushi, ce poème-là. Elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. Et moi, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ou on a des différences avec la langue et avec la pensée aussi. Bon, c'est quelque chose comme ça, mais je suis en train d'écrire en portugais et traduire au makushi. Donc ta mère, c'est ta première lectrice à chaque fois. C'est à elle vraiment que tu demandes des conseils de traduction, elle te corrige éventuellement? Oui, et aussi nous sommes en train de travailler sur des histoires et de penser aussi la fonction, qu'est-ce qu'elle fait. Parce que dans 12 histoires, par exemple, elle ne voulait pas signer son prénom. Elle ne se sentait pas comme écrivaine. Ma mère est une artiste, et je la vois comme artiste, elle fait la peinture. Dans mon dernier livre, Makunai Momurima, la peinture, c'était ma mère qui l'a fait. Donc, elle fait la peinture, elle raconte des histoires. Et comme elle travaille avec moi, on partage de ces projets, mais elle a une difficulté de reconnaître elle-même comme écrivaine. Donc, je travaille dans un nouveau projet et elle va être comme écrivaine la première fois. Mais dans mon dernier projet, c'est une histoire qu'elle me racontait. Elle me racontait, je l'écris, je fais la correction. Et notre accord, c'est que le livre était prêt quand elle pouvait dormir. Parce que dans le monde makushi, il faut que tu dors. Les histoires sont pour dormir les enfants, sont pour dormir quelqu'un. Les histoires sont comme un plaisir que tu vas écouter, tu vas rêver avec cette histoire. Et je l'ai faisais la première version. J'ai corrigé moi-même et après je l'ai montré. Et elle a dit non, c'était pas comme ça. Il n'a pas monté le ciel comme ça. Il faut corriger. Donc il y avait beaucoup de phrases qu'elle n'était pas d'accord et elle était plus inquiète. Elle s'est réveillée. Donc ouais, c'est pas près du tout quand même. Je faisais la deuxième correction, je faisais la troisième. À peu près la quatrième correction, on était dans un hamac chacun et j'ai commencé à lui. J'ai dit maman, on y va.
c'était 20 à peu près. Et j'ai commencé à lire. Et quand je l'ai vue, elle s'est endormie. Donc, Et je lui ai dit, c'était vrai. J'ai dit, maintenant, l'histoire, c'est vrai. Je l'attendais, se réveiller parce que c'était pas le sommeil profond. C'était juste comme s'endormir un peu. Et j'ai dit, maman, l'histoire, c'est vrai. Elle a, oui, d'accord. Elle est dormie. J'ai envoyé à la maison d'édition et la maison d'édition a dit, OK, c'est bon, c'est vrai l'histoire. Et on faisait quelques petites corrections, mais... Donc, elle est ma première lectrice et aussi elle qui me juge. Si elle ne le plaît pas, elle va parler avec moi et je vais l'expliquer aussi parce qu'on n'est pas d'accord toujours. Ma mère est religieuse, ma mère est de l'église et je partage pas cette... Je l'écoute, je le crois, je demande, que, surtout quand je voyage d'avion, je dis, maman, s'il te plaît, à tes dieux, j'ai le besoin. Mais nous ne sommes pas d'accord avec beaucoup de choses. Donc, et là, on se lit, on parle, on dispute, mais pas dans le mauvais sens, et on trouve une solution. Mais c'est toujours elle qui fait. Et chaque fois, elle fait plus en plus la traduction de mes poèmes. Et ça, c'est une chose différente que je suis en train de voir dans ce projet, dans ma littérature, c'est que normalement, les Makushi traduisent les histoires du Makushi en portugais. Ça veut dire qu'il va traduire toujours les histoires ancestrales, les histoires qui sont d'autorie collective, qui sont histoires de la terre très vieux, et ça, c'est un travail important. Mais j'ai jamais vu la traduction du poème individuel qui parle surtout de politique, de l'identité, de la situation des femmes, au Makushi. Donc, on fait le chemin au contraire. Donc, on traverse cette tradition pour le dire, on peut retourner en langue, c'est pas qu'on va venir de Makushi au portugais, mais qu'on a le droit aussi d'aller du portugais au Makushi. Et même que là, on va faire des accords, des négociations, ça marche. Il n'y a pas cette chose, par exemple, il n'y a pas le concept d'Amazonie en Makushi. Parce qu'on n'appelait pas Amazonia. Amazonie, c'est un nouveau mot. Mm-hmm. Mais on peut dire comment on appelle forêt en Makushi. Forêt en Makushi, c'est hyper facile, c'est You. On peut appeler You et on peut écrire aussi Amazonie. Donc, on va faire d'accord. Et il y a un poème que je veux parler de corde, fio. Corde, oui. Et ma mère faisait une traduction et elle a parlé de... mais il n'y a pas la corde au Makushi. Mais je l'écris cipó, que c'est équivalent. Cipó, c'est comme... Liane. Et elle écrit... Je dis, mais je voulais dire liane. Je voulais pas dire corde, pas du tout. Et donc, on trouve là-bas comment on peut s'exprimer pour faire l'essence dans le monde Makushi. Et ça qu'on essaye de le faire aussi, mis le vocabulaire dans les poèmes, comme ça, personne va lire. Comme part de cette structure que je suis en train d'écrire, mais aussi des traductions plus complètes maintenant. O prejuízo tá demais. A seca e a queimada andam juntas e a fome vem atrás. Pelo amor do nosso pai, não toque fogo, rapaz. O prejuízo tá demais. A seca e a queimada andam juntas e a fome vem atrás. Olhando os campos, olhando as serras, olhando a mata, é só fumaça. Olhando os rios, olhando os lagos, já não tem nada, é só fumaça. Então os povos, não tem mais roça, não tem mais nada e o tempo é só fumaça. Alors maintenant, j'aimerais un petit peu parler du rôle des femmes dans le mouvement autochtone, leur rôle dans le mouvement politique, mais surtout littéraire. Alors en politique, en tout cas au Brésil, on connaît bien Sonia Guajajara, qui est une femme autochtone, donc du peuple Guajajara, qui a d'abord été élue députée fédérale en 2022, et maintenant, sous le gouvernement Lula, elle est ministre des peuples autochtones, donc c'est vraiment une personnalité très inspirante, je pense, pour pas mal de femmes autochtones. Mais dans le domaine littéraire, il y a eu un certain nombre d'hommes autochtones qui ont été écrivains et publiés. Tu en as cité tout à l'heure, tu as cité Daniel Munduruku, il y a aussi Elton Krenak. Et au début, il me semble qu'il y avait une relative absence des femmes. Tu as cité Eliane Potiguara, mais il me semble qu'elle était relativement isolée. Mais j'ai l'impression que leur heure est arrivée.
Est-ce que tu vois autour de toi une certaine effervescence littéraire féminine? Et comment est-ce que tu définirais la littérature autochtone aujourd'hui? Est-ce que c'est une littérature qui accorde une grande importance à l'oralité ou comment tu la définirais? D'accord. Et quand j'étais au doctorat en 2017, j'ai me manqué aussi lire plus des femmes autochtones. Et j'ai commencé à chercher et là-bas j'ai créé une méthodologie d'écrire des articles académiques en train de lire et faire des critiques ou d'essayer sur cette femme. Et j'ai commencé à faire beaucoup parce que c'est les périodes de ma vie que j'avais plus de temps pour écrire, donc je l'écris beaucoup, vraiment. Et j'ai commencé à chercher des femmes. Je faisais que des articles sur femmes. Après, j'ai senti que le rôle de littérature et des femmes était qu'à l'université. Et quand j'ai parlé avec des autres personnes, parce que non, je connaissais même pas la littérature autochtone des hommes et moins de femmes, bien sûr. Et j'ai créé un Instagram lá qui s'appelle Leia Mulheres Indígenas, Lire Femmes Autochtones, pour faire la divulgation de ces livres, de son visage. Et je voulais que personne pouvait parler plus des femmes autochtones. Et moi-même, j'ai commencé à écrire dans les mêmes périodes. Mais je me débrouillais sur ce travail de travailler avec des femmes. Parce que des femmes parlent de choses que les hommes ne parlent pas, même qui sont des autochtones, même qui sont plus proches de notre vie. Par exemple, un homme autochtone va comprendre plus les périodes de règles de femmes qu'un brésilien. Donc, il va comprendre que je ne peux pas travailler, que je ne peux pas prendre du soleil, que je peux prendre manger des œufs, que je ne peux pas prendre manger quelques fruits, qu'il y a du lait dans cette période-là. Donc, lui va connaître ça. Mais il ne va pas écrire sur ça. Et c'est ça qu'on a vu, qui manquait ça, des sujets sur femmes dans la littérature. Donc, quand j'ai commencé à lire Eliane Potiguara, par exemple, je l'ai vu qu'elle parlait des situations d'angustie que nos femmes enceintes, mais qui sont que des femmes, parce que nous habitons dans ce monde qui c'est patriarcal, qui c'est hyper machiste, qui c'est un monde d'oppression à les femmes. Donc, elle me comprend dans ce sentiment-là. Donc, je veux lire plus de femmes. J'ai commencé à lire Eliane Márcia Cambeba, qui c'est une femme de la même région que la mienne, en Amazonie. Donc, elle savait qu'est-ce que c'est açaï, qu'est-ce que c'est cupuaçu, qu'est-ce que c'est quand ta peau. Et il sent les chaleurs et après, les chaleurs qui viennent après la pluie. Donc, et c'est ça, c'est un sentiment de ma région que je dis, oh non, je vais mourir. Mais ça, c'est un sentiment qu'on connaît. Et les rêves, la magie du monde autochtone, mais surtout des femmes, parce qu'elles voient le monde avec les yeux des femmes. Et donc, ma recherche était en train de lire qu'est-ce que la femme m'a dit et comment elle regardait le monde sur la santé, quand une femme est enceinte, sur comment une femme s'est mise dans le monde des hommes. Et je pense que de 2017 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Et des mouvements, j'ai regardé plus d'associations qui sont des femmes et un discours aussi qui a changé, qu'il n'avait pas avant, que c'était la femme, avant, il disait comme ça, la femme fait part du monde autochtone. Et les femmes maintenant disent, non, on ne fait pas partie du monde autochtone, nous sommes le monde autochtone, sans nous, on ne pouvait pas exister. Donc, nous sommes les peuples, nous sommes la lutte, nous sommes la guerre, nous sommes tout ce que les hommes font. On faisait aussi de différentes manières. On n'était pas dans la ville parce qu'on était interdit aussi pour plusieurs politiques du Brésil et interne aussi, que ça fait partie du monde autochtone. Et ça a commencé à changer aussi dans la poésie, dans les histoires. Les plus femmes ont commencé à publier, la divulgation de la littérature. Et commencé à être plus cherchée pour les maisons d'édition au Brésil. Et ça, j'ai une nouvelle que nous sommes contents cette semaine, c'est que notre livre, j'ai organisé un livre qui s'appelle Originárias, uma antologia feminina de littérature indígena, que j'ai organisé avec Maurício Negro, qui est un illustrateur brésilien, avec 12 histoires autochtones
tout écrit pour femmes. J'écris une histoire aussi là-bas, mais j'avais le but d'organiser une histoire qui est des femmes. Et même on pensait, Mauricio, pourquoi tu n'es pas femme quand même? Mais il est là et on faisait un travail intéressant. Et nous sommes hyper contents parce que ce livre-là était choisi pour faire partie des lectures obligatoires de le vestibular, ça veut dire le baccalauréat FUVEST, pour entrer à USP. USP, c'est l'université plus prestigieuse du Brésil et d'Amérique latine aussi. Donc, de 2030 à 2033, tout le monde qui va faire les baccalauréats, ils sont obligés de lire parce qu'ils vont être ils peuvent être interroger des questions, avoir des questions sur notre littérature. Et c'est un rêve qu'on voit se matérialiser parce que toujours qu'il y a quelques questions sur les peuples autochtones ou sur le monde autochtone, c'est pas la littérature. Et je le dis, c'est important la littérature parce qu'il fait des étudiants penser, imaginer, créer, imaginer un monde plus que le monde politique autochtone. Il faut, pour entrer dans le monde autochtone, il faut entrer dans le monde politique, mais dans les autres mondes aussi, dans les mondes humains et non humains. Donc, il faut travailler les textes, il faut travailler la poésie avec les étudiants, comme ça, ils commencent à apprendre plus de ses origines aussi, parce que les peuples autochtones sont d'origine du Brésil. Cette 12 femmes, inclus moi, on va être présents dans cette vie de milliards d'étudiants pendant 4 ans. Donc, je suis très fière de ce travail et content quand même de pouvoir être présent dans la culture et la société du Brésil. C'est ça, c'est notre travail. Je parle comme femme autochtone dans le monde moderne. C'est pas facile, mais quand même, j'essaie de chercher la manière d'être Makushi aujourd'hui. Ça veut dire, c'est pas que j'ai un iPhone qui va me prendre, va me voler ma identité, mais ça dépend de ce que je vois, que je lis, que je laisse entrer dans ma vie. Ça peut me voler un peu ma culture, mais pas ma identité. Que c'est une chose que j'ai dit à tout le monde. L'identité, il n'y a pas une gradation. C'est comme, tu vas pas être moi française, plus française. Ta culture peut avoir une gradation, mais pas ta identité. Et donc, l'identité autochtone ne change pas. D'abord, donc, on peut voyager à Marte, peut-être. Je vais continuer à être Makushi en Marte. Et c'est ça comme je me sens dans le monde aussi. Donc, le rôle des femmes aujourd'hui me fait me sentir plus en communauté. Hier, j'avais un rendez-vous avec Sulami Kati, qui est une écrivaine du peuple potiguara. Et elle a un livre aussi qui parle de notre endroit dans le monde, comment on fait partie de ce monde. Et c'est ça, notre communauté. Nous sommes en train de parler entre nous-mêmes, nous sommes en train de faire des projets ensemble, de raconter des histoires et surtout de penser comment cette littérature va vers notre peuple. Parce que les Brésiliens vont lire, nous sommes hyper contents, les Français vont lire, oui, mais aussi il faut que notre communauté nous lise aussi et comment on peut inspirer des autres Makushi et Potiguara écrits aussi. Donc, c'est ça que je veux à la nouvelle génération des femmes autochtones. Si les hommes voulaient écrire, je suis là toujours. Mais j'ai une occupation des femmes. Je veux que les femmes autochtones, jeunes, puissent écrire et voir l'écriture comme aussi une profession. Il peut voir. Personne jamais nous disait. C'est ça que quelquefois je m'embête, assim, vraiment. Et je reste un peu fâchée. Je dis, mais vous êtes à côté de nous, les écrivaines brésiliennes, vous êtes à côté de nous presque 100 ans. Tu ne pouvais pas dire à une Makushi, tu peux écrire aussi. Écris, publie tes livres, publie tes histoires. Et c'est ça que je suis en train de le dire. Quand je publie mes propres livres, je dis, vous pouvez aussi, vous Makushi, vous pouvez aussi raconter des histoires, écrire des livres et être créatif dans le monde. C'est ça que je veux. Alors, et d'ailleurs, quand tu parles aussi que le fait que ton livre soit publié ici, que ça donne l'exemple et l'inspiration pour d'autres femmes autochtones, moi j'espère aussi que le fait d'être publié en français permettra peut-être à des femmes autochtones de Guyane française,
puisque en France, avec la Guyane française, il y a aussi beaucoup de peuples autochtones là-bas, qui sont des Arawaks et qui sont des Caribes. Et ben, en tout cas, ils pourront te lire en français. Donc, j'espère aussi que les femmes de Guyane autochtones pourront être inspirées par ton parcours. Mais ce que tu disais, en fait, justement, ça m'amène à la dernière question. C'est comment est-ce qu'on peut être autochtone à Paris ? Donc justement, tu as un peu répondu avec l'identité, la culture, mais parce que j'ai remarqué qu'il y a souvent une tendance à pétrifier les autochtones dans le passé, ce qui en fait est une sorte d'hommage, mais dommage un petit peu ambigu ou à double tranchant. C'est-à-dire que les gens vont admirer ta connexion ou votre connexion à la nature, votre cosmogonie, mais c'est comme si ça vous empêchait d'évoluer ou de vous moderniser. Et donc, je me demande, quand tu habites à Paris, une ville qui est complètement bétonnée, qui est si loin de la nature en général, et en plus de la nature brésilienne, comment est-ce que tu vis cela ? Comment est-ce que tu réussis à être une femme makushi au milieu des immeubles haussmanniens de Paris ? Ça, c'est une belle question. Et notamment, je pense qu'il y a plusieurs manières d'être makushi, d'être autochtone dans une grande ville. Mais comment je vais vivre comme makushi, que je n'ai pas mes vins traditionnels, mes repas traditionnels, ma terre, mon lac, que c'est hyper chaud et que je suis dans le... comment on peut dire, dans le ciel quand je suis dedans. Et toutes les caractéristiques du monde qui me manquent ici. Mais que par contre, j'essaie de vivre comme makushi ici à Paris, me fait voir aussi et chercher des autres autochtones. Et c'est ça que ici à Paris, j'essaie de le faire. Par exemple, depuis que je suis arrivée, j'étais dans une conférence de Marie Jo, qui c'est une écrivaine autochtone des États-Unis. Et c'était hyper spécial. Elle faisait une conférence à Sorbonne et après, je lui ai donné un collier qui y avait un symbole de notre culture. Et je lui ai dit, sont différents les histoires et tes poèmes sont tellement inspirés à tout le monde, autochtones et non autochtones aussi. Mais je me sentais comme je me sentais embrassée pour une grand-mère ou une maman quand même autochtone là. Et je ne connaissais pas, je connais dans laquelle joue là. Mais on était ensemble, on s'est mis ensemble, on dînait ensemble et on a parlé de notre monde qui c'est autochtone. Et là, je me sentais, ça fait du sens être ici parce que peut-être j'étais au Brésil, elle n'était jamais au Brésil et donc je l'ai vu là-bas. Une semaine après, Michel Jean, qui c'est un écrivain du Canada, du Québec, il était ici. On se connaît déjà, on s'est rencontrés une fois quand il était là et il était là à Librairie Québec. Et j'ai écouté son conférence et j'étais un peu étonnante parce que lui disait j'ai pas souffert. Et je disais quoi ça? Et il me disait non, mais je suis écrivaine parce que je raconte des histoires qu'il a besoin de raconter. Et bien sûr qu'après lui est entré, il expliquait un peu la situation autochtone et tout. Mais sa déclaration aussi me fait apprendre comment être autochtone et la vie autochtone parce que quelquefois les personnes ne comprennent pas que les autochtones sont personnes individuelles aussi. On fait partie d'une communauté, mais nous avons notre propre expérience de vie dans le monde. Et lui est un homme, donc il a une vivance, il a grandi différent des autres femmes, tout ça. Et j'ai appris une chose plus dans ma vie. J'ai dit oui, d'accord, je comprends. Et nous avons une expérience différente, mais on partage le même de la langue, parce que lui, quand même pas connaît pas sa langue. Lui, il a une langue, lui essaie de parler, d'étudier, mais lui écrit en français du Québec, par exemple. Au québécois, né? Je ne sais pas. Et je l'ai appris, et je l'ai rencontré. Cette semaine, on va se rencontrer avec des étudiants makushi qui sont des autres régions du Brésil, mais qui sont ici parce qu'en France, il y a un programme. Merci France. Il y a un programme qui s'appelle Guata et fait des intercambios avec des échanges avec des étudiants qui sont au doctorat au Brésil, qui sont autochtones. Donc, les autochtones commencent à passer 8 mois ici, 9 mois, et après retournent au Brésil. Donc, c'est une période sandwich quand on dit à l'université. Et ils sont là, mais au Brésil, je ne m'aime pas pour rencontrer parce qu'il habite à un autre côté, il faut prendre l'avion, et
ça coûte cher, donc c'est difficile qu'on se rencontre. Et ici, à ce moment-là, je trouve que c'est Paris, comme tout le monde vient à Paris, pas juste les autochtones, tout le monde vient à Paris. Nous sommes en train de se rencontrer ici et faire une communauté cosmopolite. Parce qu'on va à des événements il y a des autochtones. Et maintenant, encore, merci France, on a l'expo Amazonie à Quai-Branly. Donc, ici à Paris, être Makushi, qui fait du sens à moi, c'est que je peux trouver des autres autochtones et je peux vivre une vie autochtone. Quand même, si je vais, je peux aller à Tour Eiffel avec mes parents, je vais visiter, je fais des photos, tout ça, mais sans oublier notre origine, notre histoire, qu'est-ce que la France au Brésil a fait avec nous, mais quand même de créer une communauté qui ça fait du sens et créer aussi un discours qui attire les Français à comprendre, à connaître plus notre histoire. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, mais tu vas faire quoi avec cette ville cosmopolite? Tu vas faire rien, c'est hyper capitaliste. C'est quoi? Mais excusez-moi, quelque chose que ça fait ici, il y a des ondes au Brésil, il y a des ondes en Amérique latine, et milliards de touristes passent toujours à Musée de l'Homme. Si 7 milliards de touristes passent là-bas, et à Musée de l'Homme, ça s'écrit la tribu d'Amazonite, les Indiennes. Si je peux quand même aider là-bas, parce que j'étais là-bas et je l'ai fait, okay? Ça s'appelle pas tribu, ça s'appelle peuple. Nous sommes reconnus pour la Convention 169 d'OIT en 1989. Il faut respecter ça. Nous ne sommes pas indigènes, nous sommes autochtones et tout ça, Je lui dis, mais c'est... Il fait un panneau d'humanité, il y a une autochtone dans cette tableau d'humanité de l'entrée de Musée de l'Homme. Que l'homme, il parle. Je dis, monsieur, il faut mettre des autochtones ici parce que nous sommes beaucoup, notre humanité est présente et quand même, le tableau qui était inspiré pour les peuples autochtones, il y a un autochtone. Donc, je dis, si on change quelque chose ici, et quand même on dit langage, la présentation, ça veut dire qu'on va changer cette représentation aussi dans le monde. Parce que ici, c'est important qu'est-ce que c'est fait ici et comment se comprendre là-bas. Donc, c'est ça que j'aime voir être autochtone à Paris, comme une personne qui veut que quand on parle des peuples autochtones, on parle bien et qu'on peut ouvrir plus de débats. Nous sommes lecture on lit au Brésil la femme qui a gagné le prix Nobel de littérature d'autobiographie, Marie Ernaux. Pourquoi pas les Français ne peuvent pas lire la littérature autochtone ici en France? Il faut qu'on change aussi notre littérature. Ça, je vois qu'il peut élargir notre compréhension du monde. Notre corps aussi peut être plus grand quand on partage la lecture. Et c'est comme ça que je me vois comme autochtone à Paris. Oui, en fait, ce que tu dis, ça me fait un petit peu penser à... Je ne sais pas si tu connais le mouvement de la négritude qu'il y a eu en France dans les années 1920-1930, où en fait, ce sont justement un petit peu tous les enfants des élites des pays colonisés d'Afrique et des Caraïbes qui se sont retrouvés à Paris. Donc, tu vois, tu as Senghor qui est arrivé du Sénégal, tu as Césaire qui est arrivé de Martinique. Et en fait, ils se sont retrouvés à Paris. Ils n'auraient jamais eu l'occasion de se retrouver s'ils étaient restés dans leur territoire. Et c'est une fois réunis ici qu'ils se sont dit, bon, toi, tu es africain, toi, tu es caribéen, toi, tu es guyanais, mais on partage quand même quelque chose en commun. On a une négritude qui a des différences. Et en fait, ce que tu dis me fait un petit peu penser à ça. Est-ce que vous êtes en train peut-être de créer un mouvement qui réunirait les différentes personnes autochtones du monde entier et peut-être que le fait d'être à Paris peut centraliser ça. Et après, ce que tu disais aussi sur le musée de l'homme, etc., je pense que ça peut être bien aussi que ton rôle soit d'éduquer en fait aussi, les gens des musées, les Français, les Françaises, en leur disant, non, on dit pas ça. Et puis surtout, ce que tu disais sur Annie Arnaud, c'est, nous, on vous lit. Maintenant, à vous de nous lire aussi, parce que sinon, je trouve que c'est vraiment très inégal, cette espèce d'échange intellectuel qui en est pas un, c'est-à-dire que les gens du Sud lisent tous les prix Nobel qui sont toujours dans le Nord, etc. Et quand est-ce que les gens du Nord lisent les gens du Sud et encore moins les autochtones ?
Donc voilà, l'année dernière, on avait publié un livre d'une autre femme autochtone Guarani. Alors les Guarani, ils sont à des milliers de kilomètres des Makushi, ils sont dans le sud du Brésil, qui s'appelait « Décoloniser les affects ». Et ton livre, Trou droit, qui est à mi-chemin entre poésie, récit, militantisme, artivisme, il est très différent du livre de Jenny. Mais justement, je trouve que ça, comme ça, on va montrer la diversité de tout ce que les femmes autochtones peuvent produire. Ça va être un grand honneur de le publier aux éditions Anacaona. Donc en ce moment, je suis d'ailleurs en train de finaliser la traduction et j'ai vraiment hâte de le voir imprimé et publié. Donc merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Alors c'est le moment de passer le chapeau. D'abord, vous pouvez laisser une évaluation. Ça compte vraiment pour être visible sur les plateformes. Et ensuite, si ces livres vous plaisent, ne vous gênez pas pour les acheter, les offrir ou tout simplement en parler autour de vous. C'est la meilleure façon de contribuer à mon travail militant. Vous pouvez trouver nos livres dans les librairies militantes et sur le site anacaona.fr pour vous approvisionner directement à la source. Justement, sur le site anacaona.fr, vous avez la possibilité de vous inscrire à notre infolettre. Pas de panique, j'en envoie pas beaucoup. Juste pour vous informer des nouveautés et des rencontres. Car nous essayons quelques fois par an de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. Un abraço.